Et pour entrer en musique dans cette catégorie en hommage à son parrain, citons un chanteur et un parolier de talent. Au fur et à mesure que le chant avance, la faune et la flore et les métaphores entrent en transcendance, en transformation. Dick Angarn. Je vous assure qu'on a cherché, on n'a pas trouvé un autre titre de chanson avec transformation à l'intérieur. Donc, tu es sûr de ça ? J'en suis sûr, Alexandra. Il n'y a aucune logique dans cette citation, mais c'était la seule. Pour remettre le prix du transformeur culturel, je vous demande de réserver un accueil très chaleureux au directeur des ressources humaines de Sony Musique France, Claude Monnier. Bonsoir Claude. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Claude, on n'a que des personnalités extraordinaires ce soir. En voilà une de plus. Claude, tu es le directeur des ressources humaines de Sony Music. La culture, tu la connais bien. La transformation culturelle, tu la connais encore mieux. Est-ce que tu peux partager avec nous les enjeux ? La chanson. Ça aussi, si tu veux. Les enjeux auxquels on fait face Sony Music et là où il en est aujourd'hui. Je suis désolé, ça va être triste pendant 2-3 minutes. Parce que la transformation chez Sony Music, ça a été pendant 12 ans 5 plans de sauvegarde de l'emploi. On a mis un petit millier de personnes dehors. Et on a travaillé sur la destruction de valeurs, de plein de choses, de CD. On a détruit des vinyles alors qu'aujourd'hui on en revend beaucoup. Donc ça a été une réponse négative à une situation de crise. La société s'est retrouvée en respiration artificielle. Donc heureusement que l'appartenance était celle à un grand groupe Sony, que je ne présente pas. Et que tout ça, c'est de votre faute. Parce que vous avez, pendant des années, piraté les produits culturels, écouté de la musique sur YouTube, et dit que c'est en plus, parce que souvent on fait ça, et vous avez dit que c'était vos enfants. Voilà. Non, c'est mon fils qui pirate. Non, moi j'achète des CD, mais mon fils, par contre, je sais que sur Internet, il télécharge des trucs illégalement, des citations de philosophes que plus personne connaît. Voilà, donc vous n'oublierez pas de disputer vos enfants ce soir, parce que j'ai licencié plein de gens à cause de vous, parce que vous avez dit que vos enfants pirataient, alors que c'est vous qui ne payez plus rien depuis longtemps dans la culture. Vous avez mis vos budgets dans autre chose. Dans les hôtels. Foucault, je viens de vous utiliser comme partenaire d'une plaisanterie franchement fallacieuse. Je suis allé voir les fourberies de Scapin à la Comédie Française la semaine dernière et j'ai envie d'en faire 2-3 ce soir. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on avait dit qu'on se dirait là. Et là, je vous souhaite bon courage parce que la suite, ça va être compliqué. La suite, tous les deux, on danse. On a fait une choré, vous allez voir, c'est un truc de malade. Un truc de... Alors, on a évité, Alex, puisque on s'est dit grossesse, tout ça quand même. Mais par contre, on va quand même vous mettre devant et on va danser derrière vous. Non, je plaisante. Lara, vous dans le monde du spectacle. Bah ouais. Donc non, je trouve que ce qui est impressionnant... C'est filmé ? Ouais. Non, monsieur, vous débranchez le truc, monsieur, là. Mais... Parce que sinon, je suis viré et il me reste à postuler chez ADP. Madame, vous faites ma paye et je voulais vous remercier. Merci. Parce que le prélèvement à la source n'a pas marché et j'ai le même brut mais en net. Donc merci madame. Mais ce n'était pas les payes ADP. Si. Et en plus, nous, on a tous nos coffres dans un hôtel Accor. Donc on s'en va. Je vais pas y arriver. Et Lara, c'est filmé. Ah ouais. Donc Claude, ce que tu décris, c'est une situation qui est critique, une entreprise qui a besoin de revivre, des collaborateurs qui sont sans doute meurtris. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à faire ressurgir le phénix, pour utiliser des références musicales? Bravo. Du coup, c'est moi qui sais plus quoi dire. Allez, vous me permettez, on va basculer de l'autre côté des émotions. Nous avons essayé de faire deux choses en RH et ça s'est matérialisé par une approche, somme toute, que moi je ne connaissais pas. On s'est lancé dans des logiques de recherche et développement en ressources humaines
Et nous avons travaillé sur des prototypes. 2 axes ont retenu notre attention pour conduire ce changement. Nous avons été confrontés à une obligation de faire désapprendre les gens. Alors je vais mettre des guillemets à ce mot parce que vous allez voir que le lauréat de tout à l'heure, si on dit désapprendre, ça passe aussi par apprendre. Je m'explique. Si quelqu'un de la famille qui travaille dans l'éducation nationale ce soir, je suis navré, je m'excuse par avance. Grosso modo, il y a sûrement une majorité de gens diplômés de l'enseignement, à part moi, diplômés de l'enseignement supérieur dans cette salle. De 5 ans à 20, 25, on apprend plein de savoirs académiques par cœur. C'est-à-dire qu'on remplit des couches. Et moi qui ai fait mon mémoire de recherche sur des livres de Charles Henry ici présent, je sais exactement ce que veut dire travailler sur le savoir académique et faire de la recherche et développement académique. Donc pendant 20 ans, on a rempli des cerveaux de connaissances académiques que je viens d'évoquer. Et souvent dans le monde de l'entreprise, ça a été abordé de manière différente par les grands lauréats juste avant. On a continué dans le monde de l'entreprise à travailler sur de la répétition et à enrichir un potentiel de compétences au travers de savoir-faire qui était là aussi dans la répétition et l'automatisation de choses. Ce qui fait que pendant 20 ans d'enseignement et 10, 15, 20 ans de carrière professionnelle, j'ai des gens chez Sony qui ont fait des choses de la même manière et qui ont commencé toute leur réunion par « on a toujours fait comme ça ». Seulement, la musique est passée du vinyle CD, donc un support physique pour écouter nos artistes préférés, à ça. Donc la dématérialisation absolue, mais en plus de la mutation technologique, il y a une mutation du business model, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est que plus personne n'a rien payé. C'est 85% de la valeur économique de notre industrie qui a disparu en 10 ans. C'est la même ampleur que la métallurgie et le textile au 19e et 20e siècle. Il n'y a que 3 secteurs qui ont connu ça, c'est ceux-là. Le textile, la métallurgie et la musique. Et tout d'un coup, vous dites à des gens, ce que tu as fait pendant 20 ans qui a bien marché, ça ne sert plus à rien. Mais vraiment à rien. C'est les fameuses personnes qui faisaient de la couture ou les personnes qui faisaient dans les fourneaux, couler du métal à des températures assez incroyables. Et là, il y avait 2 options. On met tout le monde dehors, ou on se dit il faut quand même qu'on développe de la transformation / de l'employabilité. Moi, je me suis aperçu que j'avais des réflexes de RH de mes univers précédents et mes expériences précédentes. Je suis venu avec mes habitudes, mes outils, mes méthodes, et je me suis dit je vais répondre à cela par de la formation. Et je me suis aperçu que ça ne marchait pas, pour 2 raisons. Les gens qui travaillent dans la musique sont là par passion, pas pour le salaire. On est 25 à 30% en dessous des salaires moyens. Et ça ne marchait pas pour une 2e raison, c'est qu'on est sur un univers culturel et créatif. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas de process industriel, il n'y a pas de brevet, il n'y a rien. On est simplement sur des artistes qui créent des trucs et des gens qui doivent entourer ces artistes pour que cette création artistique, elle rencontre un public. Que la personne s'appelle Beyoncé, Céline Dion, Stromae, Damso, MHD, PNL, peu importe, c'est ça la logique. C'est de prendre une création artistique et de lui faire rencontrer un public. On sort 500 albums par an, on en plante 450, on a réussi une petite dizaine. Et c'est grâce à l'argent qu'on gagne sur les 10 qui ont fonctionné qu'on paye le développement des 450 autres albums. C'est ce qu'on appelle la diversité culturelle. Et quand moi je voulais répondre à formation, je me suis aperçu que mon corps social ne prenait pas ce programme de formation. Ça n'avait aucun sens. Le mélange passion plus culture, ça ne pouvait pas se traiter par des plans de formation, discuter avec les partenaires sociaux 1 an avant, etc., etc., etc. On a tenté un truc un peu dingue, c'est qu'on s'est dit on va prendre l'opposé de ce qui me semblait la solution, et on a permis aux gens de désapprendre. Et pour leur permettre de désapprendre, je vais essayer de remettre un tout petit peu de plaisanterie dans le sujet, on les a foutus dehors, mais cette fois sur des temps courts. On les a mis dans autre chose que de la musique. On les a envoyés dans des univers différents. J'avais pas pensé à DP, mais du coup, je vais vous en envoyer, madame. On les a fait découvrir d'autres univers pour qu'ils oublient un peu l'univers passionnel dans lequel ils étaient et pour qu'ils découvrent qu'on pouvait travailler autrement qu'avec des artistes. Et c'est compliqué de travailler avec des artistes. On a fait une 2e chose, là aussi inspiré par nos artistes. Je pense que là, en termes d'émotion, risque de monter d'un cran. Nous avons très probablement, quand je regarde l'auditoire, tous vécu dans nos vies un moment difficile. Alors je vais illustrer, j'espère ne pas réveiller trop d'émotions rapidement chez mes interlocuteurs. Et on va passer du sourire aux larmes peut-être, ça m'est arrivé ce matin. Un moment difficile, c'est la perte d'un enfant, une longue maladie, un divorce, j'enterre mes parents, je suis dans un attentat au Bataclan. Je suis confronté à une situation post-traumatique pour des raisons médicales par exemple. Et souvent, dans les entreprises de culture française, la réponse à ce temps faible, la réponse à cette séquence faible, parce que souvent on l'associe à une perte de performance, c'est qu'on isole cette personne. Et selon son ancienneté, le poste qu'elle occupe et la culture de cette entreprise, cet isolement peut même aller jusqu'à la mise à la porte. Quelqu'un qui traverse une séquence difficile, qui a donc une performance dégradée, peut se retrouver
dans une perte d'emploi. Il y a des groupes qui font ça. Je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus. Seulement, et c'est un militaire, on n'a pas encore cité le militaire. Si, peut-être tout à l'heure. Ça viendra. Ça vient, super. L'amiral Lajoux, il dit, et j'ai vraiment trouvé cette phrase très inspirante pour un RH, elle remet les choses à leur place, hein, la force d'une chaîne est égale à la résistance de son maillon le plus faible. Quand vous prenez quelqu'un qui est dans un temps faible, qui traverse une séquence difficile, qui vient dans l'entreprise, qui est en souffrance à titre personnel, qui voit sa performance dégradée, et que tout d'un coup la boîte lui dit en plus, tu sais quoi, je vais te foutre dehors, avouez que c'est compliqué. Et que socialement, c'est en plus pas très élégant. Nos artistes m'ont appris quelque chose. Donc je vais prendre, vu l'âge de l'auditoire, un exemple du XVIIe siècle. C'est pas bien de faire ça. Non, je vais prendre Jacques Brel. Jacques Brel. Les Marquises, il savait qu'il avait le cancer, il savait que 9 mois après c'était fini. L'album des Marquises de Jacques Brel, c'est quand même un album assez incroyable. Quand vous l'écoutez une fois, votre vie elle-même a changé. Indiscutablement, si vous n'étiez pas fan de Jacques Brel, votre vie a changé quand même. Je vais prendre un autre exemple, c'est Stromae. On parlait de vos enfants qui piratent tout à l'heure. Ce charmant garçon Stromae, son père serait pas mort dans un génocide au Rwanda, il n'aurait jamais écrit Papa Outé. Et si Stromae n'avait pas écrit Papa Outé, il n'y avait pas de Stromae. En tout cas, pas le Stromae qui a vendu 3 millions d'albums et qui a rempli des concerts sur 3 continents. Ces artistes, ils ont créé ces moments-là, ces tubes-là, ou ces choses hors normes-là, qui ont rencontré un public extrêmement massif, au-delà même des cultures, suite à un temps faible. Un Jacques Brel le cancer, Stromae, il n'a jamais connu son papa. Ben, vous transposez ça à nous, qui ne sommes pas des artistes. Enfin, j'en connais ici quelques-uns, j'ai vu des trucs sur YouTube d'ailleurs. Nous, dans un temps faible, habituellement, on a plutôt une conséquence, une sanction immédiate, c'est de se dire je suis fragile dans mon poste et je suis peut-être même fragile tout court dans ma posture professionnelle. Ces personnes, nous, qui tracent un temps faible chez Sony, il y en a, statistiquement, démographiquement, c'est une évidence absolue, on les remet un peu plus sous la lumière, on leur donne d'autres responsabilités, on les met en valeur, on leur accorde du temps. Et alors ce mot temps, hein, en termes de transformation, il a énormément d'importance, qu'il soit très court ou très long. Et on s'est aperçu qu'à la sortie de ces séquences-là, quand on savait être patient en tant qu'employeur et de DRH, il y avait des moments de créativité hors normes. Ça, c'est de la vraie transformation, c'est très compliqué. J'ai fait plein de conneries en accompagnant des gens dans des temps faibles, mais d'un point de vue humanité, c'est extrêmement inspirant. Je pense qu'on va, enfin, c'est extrêmement impressionnant. Je pense que vous êtes tous d'accord. C'est rare, très rare, de voir un DRH porter la transformation dans une organisation. C'est rare de voir un DRH, mais en réalité n'importe quel professionnel, tenir ce genre de propos. Et donc pour cela, je te remercie beaucoup, Claude. Est-ce que tu veux bien, à ce stade, nous dire qui a été désigné lauréat du Transformer culturel de cette année 2019? Oui, avec grand plaisir, et c'est un honneur pour moi. Et j'ai été inspiré par le talent d'orateur de monsieur, puisque j'ai découvert qu'on pouvait être extrêmement sérieux et faire plein de jeux de mots. Il y a quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé, et pourtant ça devient une absolue évidence. Il y a formation et il y a trans. Et la personne qui m'a inspiré ce prix et qui a convaincu le jury, c'est un transformateur, ici présent, premier rang, qui est une personne qui dirige un OPCA, qui s'appelle l'AFDAS. Alors là, c'est pas des gros mots, ce sont des acronymes, que personne ne se vexe. C'est une personne qui a conduit la transformation dans son entreprise, qui inspire la transformation dans toutes les boîtes qui sont des boîtes qui adhèrent à cet organisme paritaire collecteur agréé dans le monde de la formation, transformation, vous voyez ce que je veux dire? Et qui est définitivement, alors c'est un DG, mais c'est un trans-DRH. C'est la personne qui aujourd'hui a le plus influé sur ma communauté de DRH par les actions, les postures, les valeurs et l'engagement qu'il a témoigné dans cette conduite du changement absolument incroyable dans l'univers des compétences. On a parlé de savoir tout à l'heure, on peut parler de savoir-faire, mais évidemment le savoir-être, et on n'en parle pas en transformation, mais c'est pour moi la troisième partie la plus importante. Ce monsieur s'appelle Thierry, mais je ne dirai pas son nom parce que c'est là que ça va se passer, et je sabote le line-up depuis le début, je vais continuer. C'est un directeur général absolument exceptionnel, et quel homme, quel homme. Vous allez le rencontrer. Et nous allons le découvrir. Et le prix donc du Transformer culturel est attribué à Thierry Teboul, qui est directeur général de l'AFDAS, l'assurance formation des activités du spectacle.
Et je vais vous donner surtout le micro. C'est à ce moment-là que j'ai vu la scène tout à l'heure. Voilà. Merci. Bon. Va falloir passer après Je pourrais faire presque une citation de Jacques Brel. J'ai failli pleurer et tu sais ce que c'est que voir un ami pleurer si tu as écouté l'album de Jacques Brel. Pardon. Nous aussi, on a décidé, je crois, ce soir définitivement de casser les codes, pardon. Surtout que quand j'ai entendu toutes ces entreprises qui étaient récompensées, moi, enfin, on verra à la fin, on cherchera l'intrus, mais j'ai parfois le sentiment d'être un peu un imposteur dans cette histoire, mais sans doute que non. Enfin, Alors, je peux volontiers confesser que je ne suis pas sûr qu'on ait des grands spécialistes des OPCA ici présents ce soir, qui sont d'ailleurs devenus, j'espère ne pas dire bêtise, des OPCO. Yes. Ça y est, c'est fait, on peut le dire, on peut appeler OPCO, l'AFDAS. Je voudrais corriger une anomalie. Je voudrais, si tu le veux bien, te présenter pour que cet auditoire ait le même niveau de connaissance que moi j'ai, et de la personne et du travail. S'il te plaît. À me présenter. Ah, c'est moi qui me présente, d'accord. Et je te demanderai aussi de parler de l'AFDAS. Bien sûr, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, nous sommes... C'est marrant que tu aies commencé tout à l'heure par la question du pouvoir de dire oui. Nous, on avait le pouvoir de dire non. On était... ou souvent non. On était des banquiers de la formation. L'AFDAS gère à peu près 300 millions d'euros. C'est pas des petites sommes. Et... en fait, je sais que dans beaucoup de têtes de DRH, quand ils ont quelque chose à demander, ils se voient opposés par souvent les gens dans les OPCO. Oui, je vois bien, mais ça va pas être possible. En fait, c'est pas éligible, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et donc, moi, quand je suis arrivé à l'AFDAS en 2013, fin 2013, j'avais un mandat. C'est peut-être aussi une première condition pour transformer. J'avais un mandat pour transformer cette entreprise. Et j'avais un mandat, le premier mandat qui m'était donné, c'était justement de savoir dire non pas non, mais à quelles conditions c'est possible, parce qu'il y a déjà un petit progrès. Aujourd'hui, on sait dire oui, mais d'abord, il fallait passer par le stade à quelles conditions c'est possible. Et j'avais un deuxième mandat qui était de le faire avec les gens qui étaient déjà dans l'entreprise. Je me souviens que 6 mois après mon arrivée, mon comité de direction m'a dit on a cru que vous alliez arriver avec votre propre comité de direction pour opérer cette transformation. Et moi, j'avais pris l'engagement au moment de mon recrutement que je le ferais avec les gens qui étaient là. Bon, j'ai globalement tenu ma promesse. Parce que pour plein de raisons d'ailleurs que je vais évoquer, parce que quand il a fallu changer les choses, je me suis dit si on m'oblige à le faire avec les personnes qui sont là, alors il faut que je m'intéresse un petit peu à l'ADN de cette entreprise et que c'est sur cet ADN qu'on va construire la transformation à venir. J'ai trouvé 3 grands point d'ADN. Le premier, c'était l'expertise. J'avais des gens hyper experts, mais quand vous les appeliez, ils vous disaient bah oui, vous pouvez faire un CPF, vous avez qu'à le conjuguer avec une période de pro, et puis nous derrière, par un abondement correctif, on arrivera à vous financer votre formation. Cette expertise-là, elle était terrible parce qu'elle avait tiré vers le bas notre entreprise parce qu'en fait, ils étaient tellement experts de ce qu'ils faisaient que plus personne ne les comprenait de l'autre côté du miroir. La deuxième valeur qu'on avait identifiée, c'était celle de la proximité. Nous gérons une population très spécifique qui s'appelle les intermittents du spectacle. Et quand vous les gérez depuis 1972, ça génère aussi quelque chose autour de la proximité que vous entretenez avec les personnes que vous accompagnez. Et avec même les problématiques qu'elles rencontrent. Ce sont des emplois précaires. On a cité tout à l'heure Juliette Binoche, je crois. Bravo, merci. Le problème, c'est que pour une Juliette Binoche, il y a à peu près 120 000 intermittents du spectacle précaire. Donc il y a une espèce de compassion au sens anglais du terme qui s'est installée entre mes salariés et les personnes qui les accompagnent. Et cette compassion-là, elle s'accommodait finalement assez mal avec l'idée qu'on puisse travailler sur une quelconque productivité. C'est-à-dire que quand je leur disais vous passez trop de temps avec vos clients, et peut-être qu'il faut mieux les accompagner, mais moins les accompagner. C'était quelque chose qui avait du mal à passer au départ. Et donc il a fallu transformer ça aussi dans l'ADN, mais en restant sur cette idée de proximité. Et puis la troisième chose, c'était le militantisme. Quand on a un OPCA et qu'on s'occupe de la culture est un sujet profondément engageant. Et du coup, j'avais des salariés qui étaient des militants de ce qu'ils faisaient. Ils défendaient les entreprises culturelles. Mais en les défendant, même topo, ça devenait très compliqué d'installer une culture dite un peu servicielle
pour l'entreprise. Et de rentrer dans des deals avec ces gens-là. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on ne pouvait pas transformer la relation compassionnelle en relation client. Quand on avait ça. Et donc on a travaillé sur cet ADN avec des cabinets conseils, mais aussi en essayant de travailler l'alignement des choses et puis en se donnant 3 grandes valeurs, si je peux me permettre de les citer. L'optimisme. Et l'optimisme, c'est quelque chose qui permet notamment... moi, je préfère toujours l'optimisme à la résilience, parce que l'optimisme, c'est ce qui vous permet de vous prendre un mur et de vous dire que c'est pas grave, de l'autre côté du mur, il y a peut-être quelque chose que je vais quand même réussir à atteindre. Alors que la résilience, ça suppose quand même tout un travail sur soi, introspectif, qui laisse quand même des traces. Et je trouve qu'en entreprise, toutes ces petites micro-décisions qu'on prend et qui, à un moment donné, font l'objet parfois d'erreurs, ben, il faut admettre l'erreur, et à ce moment-là, il vaut mieux être optimiste. Donc ça, c'est quelque chose que je leur ai demandé de faire. La deuxième chose qui m'a semblé importante, c'était la question d'honnêteté. Il fallait qu'on se dise quand on y arrivait et qu'on se dise quand on n'y arrivait pas. Et puis il fallait être exemplaire dans cette honnêteté, c'est-à-dire que il fallait. Et moi, par exemple, j'ai passé avec mes collaborateurs des deals du type si vous me dites que vous vous êtes trompé, je pardonnerai. Et en même temps, si vous ne me le dites pas, je serai intransigeant. Et on a créé comme ça de nouveaux codes entre nous de fonctionnement. Il a fallu faire bouger petit à petit les choses, un peu à désapprendre, hein, comme chez toi, Claude. Et je pense que cette notion d'honnêteté, c'est quelque chose qui a gagné en 5 ans beaucoup dans l'entreprise et qui permet à chacun de se dire honnête, de se dire ça c'est honnête, ça c'est pas honnête. On ne posait pas ces mots sur les choses et quand on nomme mal les choses, voilà, et vous savez ce qui peut arriver. Et puis la troisième chose, c'était la conviction. C'est-à-dire que quand vous... Et ça, c'est l'exemplarité du dirigeant. Je pense qu'on vit dans un monde où, notamment les médias, hein, souvent traduisent le manque d'exemplarité des dirigeants. Moi, j'ai demandé à ce qu'on soit tous exemplaires, pas seulement que moi, mais que tout le monde soit exemplaire dans la façon de conduire ce changement. Et finalement, la plus belle reconnaissance qu'on a aujourd'hui, c'est que, il y a une nouvelle réforme de la formation. Vous savez qu'il y a une maladie incurable dans ce pays, c'est que tous les 4 ans, on fait une réforme de la formation professionnelle. Et que tous les 4 ans, on remet tout par terre et on recommence et on réexplique tout aux entreprises. Remarquez, c'est un business, ça fait vivre plein de consultants. Donc, bon, ça a au moins cette vertu. Eh bien, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais en plus, vous ne le savez pas, mais j'ai dans mon portable une lettre signée de Muriel Pénicaud m'annonçant mon agrément sur le champ que j'avais déposé. Donc, je suis un des 10 survivants de la dernière réforme. Il y avait 20 OPCA, on n'est plus que 10. Et j'ai le plaisir de faire partie des 10. Et ça... Ouais, merci, c'est gentil, mais vous le savez avant de mes collaborateurs. Pour moi, c'est une récompense de ce changement. En fait, on parlait tout à l'heure de comment on sait qu'on a réussi. C'est une récompense d'avoir cet agrément. C'est une récompense de savoir que des grandes branches comme le sport professionnel et amateur, des branches comme les télécoms. Moi, quand j'ai fait ma soutenance devant le board RH d'Orange, de SFR, de Bouygues Télécom, c'est vrai que je me suis dit, ils vont nous prendre pour des saltimbanques. Et en fait, on a réussi à expliquer ce qu'on était capable de faire, mais on l'a fait parce que je pense qu'on s'est transformé, qu'on a adopté cette vraie posture servicielle dont je rêvais. Et bravo. Est-ce que c'est OK si je pose la question to Spark, Claude? Oui. Donc d'abord, la première chose que je voudrais dire, Thierry, que je trouve très intéressante dans ce que tu as évoqué, c'est qu'on dit souvent que la confiance, c'est quelque chose qui ne peut pas se décréter. C'est quelque chose qui se construit sur la durée. Et finalement, là, ce soir, quand on t'écoute, tu viens de nous donner une recette, je trouve, pour réussir à créer de la confiance. Ça passe par le fait de désapprendre, mais ça passe aussi par des nouveaux rituels, des nouvelles postures, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que vous saurez vous en saisir et que c'est quelque chose que d'autres pourront mettre en œuvre. Je te pose une question to Spark. C'est comme dans Jeopardy. Tu avais avec toi, à l'AFDAS, une population qui était là depuis longtemps, qui avait des croyances, qui avait des routines. Hein. On a parlé tout à l'heure de hacker les routines de l'organisation. Et donc, pour arriver à embarquer avec toi
les collaborateurs, il faut leur faire comprendre finalement quel est nous on appelle ça le what's in it for me. Quel est mon intérêt en tant que collaborateur? J'aimerais savoir comment tu as fait pour faire valoir ce what's in it for me et du coup les amener justement de l'autre côté du mur. Peut-être en regardant toujours dans mon rétroviseur. J'avais un comité de direction qui me disait toujours, il est un peu fatigant celui-là, il a toujours une idée à la seconde, il faut le suivre, c'est compliqué. Je me suis assez vite rendu compte que plusieurs fois je me suis retrouvé loin devant, et quand je regardais dans mon rétroviseur, j'avais des équipes qui étaient un peu loin derrière. Et c'est un risque. Et c'est un risque si on ne fait pas corps. Je ne sais pas si vous êtes amateur de rugby, moi je le suis. Le drame en rugby, et en général on perd le ballon à ce moment-là, c'est quand on s'isole de son collectif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont super forts, mais ils sont tellement plus forts que les autres, c'est pas mon cas, hein, je vous rassure, mais tellement plus forts que les autres qu'ils partent devant, ils ne sont pas soutenus par les autres, et à la sortie, ils se font piquer le ballon parce qu'en face, il y a une armée qui l'attend. Moi, depuis 5 ans, j'ai fait plein de concessions. C'est-à-dire que j'arrivais d'un autre monde que le monde des OPCO. Quand je suis arrivé dans ce monde-là, il y a même des gens qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde-là ?» J'ai un conseil d'administration, c'est des syndicalistes. On se dit mais comment on va gérer ce truc-là? Des syndicalistes qui vous donnent le mandat de transformer, ça existe dans ce pays. Et dans la culture, et souvent la culture, je vous signale, vous observerez ça, est assez progressiste socialement. Elle a toujours inventé le régime de l'intermittence, on peut le critiquer, c'est un vrai progrès social, hein. C'est quelque chose qui permet dans ce pays à Claude d'avoir quelque chose qui lui permet de vivre aussi. Et ça fait vivre bien plus de gens que les seuls intermittents. Donc pour moi, c'est cette question d'isolement, elle était très importante. Je ne voulais pas m'éloigner du reste du monde, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. Et du coup, ça suppose... Il y a un livre que j'adore, moi aussi je peux faire une citation, enfin pas une citation d'ailleurs comme vous, parce que je ne le connais pas par cœur le livre, il fait 220 pages, mais j'aime bien un livre qui s'appelle Éloge du carburateur, d'un philosophe qui s'appelle Crawford et qui un jour a décidé d'arrêter de bosser au MIT pour racheter un magasin de motos, parce que son truc c'était de réparer des motos. Et vous savez pourquoi il a eu ce flash, il le raconte très bien dans le livre, c'est parce qu'il s'est aperçu qu'il ne savait plus réconcilier le faire et le penser. Nous, dirigeants, on doit penser, mais si on ne fait pas, à un moment donné, on n'arrivera jamais à nos fins. Et donc il faut bien réconcilier en permanence le faire et le penser. Des idées, je pense qu'on en a tous. Comment on les met en œuvre, c'est plus difficile. Absolument. Merci beaucoup. Ah oui.